Des millions de personnes qui cherchent désespérément à se remettre d'un traumatisme grave se retrouvent bloquées. Des années d'errance médicale, une souffrance totalement silencieuse, c'est un vrai mystère, n'est-ce pas? Eh bien, dans le décryptage d'aujourd'hui, on va analyser exactement comment et surtout pourquoi une telle situation perdure. Alors plongeons tout de suite dans ce scandale silencieux qui est en train de secouer le monde de la santé mentale. Bon, pour bien comprendre, il faut remonter un peu le temps. Pendant des décennies, quand on faisait face à une détresse psychologique intense, la médecine proposait souvent une solution qui avait l'air magique, rapide et efficace, les anxiolytiques. Mais voilà, une question cruciale s'impose. Pourquoi est-ce que cette approche laisse autant de patients sur le carreau complètement incapables d'avancer? C'est exactement là que se dessine ce scandale silencieux dont on parle, et qui se déroule sous nos yeux, dans la communauté médicale mondiale. Et pour rendre tout ça bien concret, prenons des noms que tout le monde connaît. Xanax, Lexomil, Valium, Temesta, Lysanxia ou encore l'orazépam. Ce sont des benzodiazépines ultra courantes. On les a tous déjà vues dans une armoire à pharmacie, pas vrai? Pendant super longtemps, elles ont été prescrites avec une confiance presque aveugle pour traiter l'anxiété chronique, les insomnies, les crises de panique et surtout le trouble de stress post-traumatique, le fameux TSPT. On pensait littéralement à avoir trouvé le remède universel. Or, il y a une distinction absolument fondamentale à faire ici, car on confond souvent deux choses très différentes. D'un côté, on a la dépression majeure, qui est une pathologie psychiatrique liée à l'humeur. Mais de l'autre, le psychotraumatisme, c'est une toute autre histoire. Il s'agit d'une véritable blessure physique, neurophysiologique, qui touche directement le système de survie du cerveau. Donc le TSPT, ce n'est pas juste un coup de blues ou un trouble de l'humeur, c'est une altération profonde de la manière dont le corps détecte le danger. Et c'est fascinant, parce que ça nous montre ce qui se passe quand l'alarme interne d'un cerveau traumatisé reste coincée sur le bouton « marche ». Ça déclenche un état d'alerte chronique, ce qui est littéralement épuisant au quotidien. On parle d'une hypervigilance de chaque instant, d'insomnie à répétition, de cauchemars, d'une anxiété qui ne redescend jamais, de tensions corporelles extrêmes, et même de réactions où le corps se fige, ce qu'on appelle la sidération ou la dissociation. Bref, une vraie tempête physiologique ininterrompue. Alors, face à cette tempête, l'erreur classique du monde médical a été d'essayer d'éteindre l'alarme, mais de façon purement chimique. Évidemment, c'est une réaction très humaine de vouloir soulager la souffrance dans l'urgence. Sauf que c'est un peu comme si on retirait les piles d'un détecteur de fumée au lieu d'éteindre l'incendie dans le salon. En faisant ça, on a trop souvent ignoré le vrai problème de fond, le dérèglement profond du système nerveux autonome qui provoque tous ces symptômes handicapants. Et il faut se rendre compte à quel point ce terrain neurologique est fragile. Dans un cerveau rendu vulnérable par le trauma, l'amygdale, qui agit comme notre centre d'alerte de la peur, est en surchauffe permanente. En même temps, le cortisol, notre hormone du stress, est totalement hors de contrôle. Le sommeil paradoxal est haché, la mémoire se fragmente et les capacités de notre cortex préfrontal, celui qui gère la logique, chutent drastiquement. Le cerveau traumatisé est donc déjà à vif, neurophysiologiquement parlant. C'est exactement ça qui rend la suppression chimique si risquée. Et c'est précisément là que nos fameux médicaments entrent en scène. Ils visent directement ce qu'on appelle le système GABAergique. Pour faire simple, ce sont les freins de notre système nerveux. En clair, ces molécules forcent littéralement le cerveau à ralentir. Sur le moment, ça marche. Ça offre un soulagement très réel et tellement espéré. L'anxiété baisse, on se sent apaisé. Mais, de façon totalement insidieuse, ce soulagement immédiat cache un piège redoutable pour la guérison à long terme. Le vrai problème, et c'est le point crucial de cette analyse, c'est que l'utilisation prolongée de ces substances crée une véritable dépendance neurochimique. Attention, on ne parle pas juste d'une accoutumance classique où le corps réclame sa dose. Non, cette dépendance empêche activement et mécaniquement le cerveau de retrouver ses capacités naturelles à s'autoréguler. Le système nerveux oublie en quelque sorte comment se calmer par lui-même, puisqu'il délègue entièrement cette mission vitale à une substance chimique externe. Et tout cela aboutit à un constat assez glaçant. Une méta-analyse très sérieuse des Archives of Clinical Neuropsychology a révélé des déficits cognitifs sévères chez les personnes qui prennent ces traitements au long cours. On y observe des baisses significatives de la mémoire de travail, de la vitesse d'analyse, de l'attention ou encore des fonctions exécutives. Et franchement, le plus inquiétant dans tout ça, ces altérations persistent bien souvent, même des années après l'arrêt total des médicaments.
D'ailleurs, la science continue d'avancer et pas forcément pour nous rassurer sur ce point. Des études très récentes menées en 2023 ont pointé du doigt des impacts neurologiques encore plus profonds dus à l'usage chronique des benzodiazépines. On observe des modifications directes dans la façon dont nos neurones se connectent entre eux. Ces recherches montrent aussi des dommages sur les mitochondries, qui sont un peu les centrales électriques de nos cellules, et elles mettent en évidence de véritables phénomènes inflammatoires au cœur même de nos circuits cérébraux. En fait, les données de ces sources résument le cœur du problème à travers un paradoxe fondamental, je cite, le patient a besoin d'être apaisé, mais sans anesthésier durablement les capacités de récupération neuroplastique de son cerveau. C'est vraiment le défi ultime du psychotraumatisme. Oui, l'apaisement immédiat est indispensable face à une douleur insupportable, mais il ne doit sous aucun prétexte bloquer la machinerie interne du cerveau qui lui permet de s'auto-guérir. Ce mécanisme incroyable dont on parle, c'est la neuroplasticité. C'est la capacité fascinante de notre cerveau à s'adapter, à recabler ses connexions et à se réparer physiquement et fonctionnellement. Et ça, c'est une lueur d'espoir phénoménale au milieu de toutes ces données lourdes. Ça veut dire que, même après un choc extrêmement violent, la guérison neuronale est physiquement possible, à une seule condition qu'on ne vienne pas entraver ce magnifique processus naturel avec des suppresseurs chimiques. Ce qui nous amène naturellement à la vraie question. Comment fait-on alors pour réparer un cerveau traumatisé? La bonne nouvelle de ce décryptage, c'est que le monde médical est en train d'évoluer. On s'éloigne peu à peu du vieux modèle qui consistait à masquer chimiquement les dégâts pour aller vers un modèle porteur d'espoir, solidement appuyé par les neurosciences modernes. La psychotraumatologie d'aujourd'hui est en train d'opérer un virage à 180 degrés. Bon, soyons clairs, il ne s'agit pas de diaboliser les médicaments. Ils ont leur utilité. Les experts actuels du trauma s'accordent pour dire que face au TSPT, les benzodiazépines peuvent avoir un rôle à jouer, mais leur usage doit être extrêmement cadré. Pour être utile, ça doit être ponctuel, transitoire, hyper prudent et surtout intégré à une stratégie thérapeutique beaucoup plus large. Le médicament n'est plus vu comme la ligne d'arrivée, c'est juste une béquille temporaire pour pouvoir faire le vrai travail de fond. Et ce fameux travail de fond, ce parcours de traitement moderne, il a radicalement changé. Au lieu de faire taire le cerveau, on l'aide, étape par étape, à retrouver toutes ses capacités. Tout commence par la stabilisation du système nerveux autonome. Ensuite, on passe à un travail concret sur le sommeil et l'apaisement par le corps. Puis, il y a la psychoéducation, qui est indispensable pour comprendre ses propres réactions. Et pour finir, les thérapies de désensibilisation entrent en piste pour permettre d'intégrer, enfin, l'émotion liée aux souvenirs traumatiques. Ces étapes bien précises convergent toutes vers les véritables objectifs de la guérison. On ne cherche plus du tout à mettre un pansement sur l'anxiété. L'idée, c'est de rebâtir un authentique sentiment de sécurité intérieure. Cette approche moderne vise une vraie stabilité neurophysiologique, le retour d'un sommeil qui répare vraiment et la baisse naturelle de cette fameuse hypervigilance. Autrement dit, on arrête de chasser le symptôme et on traite la racine pour rééquilibrer le corps et l'esprit. En regardant cette nouvelle approche, on prend vraiment la mesure de la tragédie dépeinte dans nos sources. Le véritable scandale médical des 30 dernières années, ce n'est pas juste d'avoir prescrit des benzodiazépines, c'est surtout d'avoir traité des milliers et des milliers de personnes qui souffraient de blessures traumatiques majeures, exactement comme si c'était de la simple anxiété ou une petite déprime. Une erreur d'aiguillage fondamentale qui a entraîné des dépendances terribles, des années de thérapie inutile et qui a aggravé, dans le plus grand des silences, une souffrance déjà immense. Ce qui nous amène à une dernière réflexion très profonde pour clôturer cette analyse. Face à tout ça, est-ce que l'avenir de la santé mentale va s'entêter à chercher la pilule magique pour éteindre le symptôme coûte que coûte? Ou bien est-ce qu'on va enfin embrasser à bras-le-corps cette nouvelle voie, basée sur la neuroplasticité, qui se concentre sur la réparation patiente, courageuse et surtout durable du cerveau? Les données scientifiques pointent clairement la direction de la vraie guérison. Maintenant, c'est à la communauté médicale et à la société tout entière d'avoir le courage de l'emprunter.